Alors, bonjour à tous. La Commission de la culture et de l'éducation reprend ses travaux. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 94, loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives. Cet après-midi, nous entendrons les représentants des personnes et les organismes suivants. Alors, Mesdames El Mabrouk et Girard, la Confédération des syndicats nationaux et Droit collectif Québec. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Le ministre désire remettre une partie de son temps pour que vous puissiez, pour votre exposé. Alors, vous allez bénéficier de 17 minutes. Alors, on vous écoute. Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je me présente. Je suis Nadia El Mabrouk, je suis professeure titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Je suis ici à titre de présidente du Rassemblement pour la laïcité, donc le RPL, qui est un regroupement d'organismes et d'individus œuvrant à la promotion de la laïcité au Québec. Je suis accompagnée de François Dugré, professeur de philosophie retraité du Cégep Saint-Hyacinthe, et de Marie-Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Tous deux sont membres du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Alors, comme on vient de le dire, je vais présenter le mémoire du Rassemblement pour la laïcité. Ensuite, donc, comme convenu, je laisserai la parole à Madame Girard qui présentera quelques éléments de son mémoire. Après 10 minutes, on va vous arrêter pour laisser les 7 autres minutes à Mme Girard. Pas de problème. Ça va? OK. Alors, donc nous voulons saluer le projet de loi 94, courageux, nécessaire, pour renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois. À l'heure où les tensions se multiplient à l'échelle mondiale, sous l'influence des guerres, des tueries, où la haine est exacerbée entre les différents groupes, entre les musulmans et les juifs, mais pas seulement, il est important de s'assurer que l'école québécoise soit préservée de ces tensions communautaires et religieuses. Les débordements religieux constatés à plusieurs reprises, notamment dans le cas de l'école Bedford, nécessitaient une réponse ferme et des actions concrètes de la part du ministre de l'Éducation. Ce projet de loi est une étape très importante en ce sens. La plupart des modifications proposées à la loi sur l'instruction publique rejoignent les recommandations du RPL, la première étant d'exiger du système scolaire public le plein respect de la loi sur la laïcité de l'État. Cette lacune de la loi 21 explique probablement, au moins en partie, les manquements observés à la laïcité dans les écoles. Nous accueillons donc avec grande satisfaction le rajout de la laïcité de l'État et de ses principes dès le premier article de la loi sur l'instruction publique. Nous espérons cependant que cela sera accompagné d'actions concrètes pour affirmer et promouvoir la laïcité dans les écoles. En particulier, le thème de la laïcité fait défaut ou est abordé de façon très incomplète dans les manuels scolaires du cours Culture et citoyenneté québécoise. C'est d'ailleurs pour pallier ce manque que le RPL a produit, avec l'aide financière de la Direction de la laïcité, des capsules vidéo sur la laïcité de l'État. Pour l'instant, sur le site L'École ouverte du ministère de l'Éducation, les vidéos du RPL constituent pratiquement le seul matériel pédagogique disponible sous le terme laïcité. Alors, nous accueillons avec grande satisfaction l'ensemble des mesures proposées pour mettre l'école à l'abri de toute pression religieuse, notamment l'interdiction de lieux de prière à l'école. En plus de l'entorse à la neutralité religieuse et à l'égalité entre les filles et les garçons, on a vu les filles faire leurs prières à l'arrière des garçons dans certaines écoles, la présence de lieux de prière dans les écoles vient renforcer le contrôle communautaire, permettant aux plus fanatiques ou aux plus influents de la communauté de surveiller qui fait sa prière, qui ne la fait pas. C'est une forme d'emprise communautariste qui brime la liberté de conscience des élèves et qui n'a pas sa place à l'école.
Nous recommandons d'étendre cette interdiction de prière dans les cégeps où je dois dire qu'on nous signale au RPL de nombreux cas de prière partout dans les cégeps. Nous saluons également l'élargissement de l'interdiction de port de signes religieux à toute personne qui dispense des services aux élèves, incluant les éducatrices en service de garde. Toutes ces personnes représentent des figures d'autorité pour les élèves. Elles sont le relais de l'autorité parentale à l'école. C'est pourquoi il est important qu'elles respectent leurs devoirs de réserve en fait et en apparence. Nous saluons également avec force l'interdiction du visage couvert pour toute personne, en tout temps, dans l'enceinte d'une école. Le port du voile intégral dans une école est un non-sens absolu. Cette pratique propre à un islam radical qui prône l'effacement complet des femmes n'a pas sa place dans l'enceinte d'une école. La loi 21 exige le visage découvert à tout membre de l'équipe école, c'est la moindre des choses. Mais l'absence d'interdiction pour les élèves est une porte grande ouverte aux islamistes radicaux qui entendent tester le système et marquer leur emprise sur l'école québécoise. Nous saluons la réponse ferme apportée par ce projet de loi et nous recommandons d'étendre l'interdiction de visage couvert à tout le réseau de l'éducation, incluant les cégeps et les garderies. Il est important de souligner que par ces mesures de neutralité religieuse stricte, l'EPL 94 vient clarifier le sens de la neutralité religieuse comme une mise à distance des convictions et pratiques religieuses dans le système scolaire. Cette clarification est nécessaire parce que la loi 21 est ambiguë à ce sujet. La notion de neutralité religieuse y est renvoyée à la loi sur les accommodements pour motifs religieux. La neutralité religieuse, est-ce qu'elle consiste à accommoder toutes les religions au sein de l'État ou en n'en accommoder aucune? Eh bien, alors que le principe de séparation de l'État et des religions est compatible avec la deuxième formulation, l'obligation d'accommoder les croyances religieuses est compatible avec la première. C'est contradictoire. Il faut trancher, et cela ne peut se faire que dans le sens de la mise à distance des pratiques religieuses dans les institutions publiques. Un accommodement religieux ne peut qu'être en porte-à-faux avec la laïcité de l'État. Plutôt que de multiplier les balises, les ressources humaines et les fonds publics consacrés au traitement de chaque demande d'accommodement religieux, il faudrait interdire toute dérogation à un règlement pour motif religieux dans le système scolaire. Je voudrais maintenant aborder un point différent et je finirai avec ça. Nous voulons nous exprimer en fait nos craintes par rapport à un climat de censure qui pourrait être amplifié par l'article 12 du projet de loi qui exige que les centres de services scolaires édictent un code d'éthique, de déontologie, précisent les devoirs et les obligations, les normes, les valeurs auxquelles devront se conformer les membres d'un conseil d'établissement. À défaut, le membre mis en cause, potentiellement par dénonciation anonyme, pourrait subir la réprimande, l'obligation de participer à une formation sur l'éthique, la déontologie, la suspension ou même la révocation. S'il va sans dire que le Rassemblement pour la laïcité appuie entièrement la volonté de contrer toute forme d'intimidation, de discrimination et de violence, il faut toutefois se montrer prudent afin que de telles mesures ne favorisent pas par ailleurs un climat de suspicion, de censure et d'autocensure qui irait à l'encontre de l'intérêt du système éducatif et de la société en général. Nous savons que l'un des principaux sujets de tension, en particulier à l'école Bedford et d'autres, c'est le programme d'éducation à la sexualité. Or, pour des raisons différentes et pas seulement d'ordre religieux, de nombreux parents à travers le Québec contestent des parties de ce programme, et particulièrement celui en lien avec l'identité de genre, en raison de la confusion des concepts de sexe et de genre. Ce volet soulève de réels enjeux liés à un vocabulaire militant, non scientifique, et aussi liés aux droits des enfants, à la protection et à une éducation de qualité. Malheureusement, s'il y a un sujet tabou qui donne lieu à la censure, c'est bien celui de l'identité de genre. Nous avons donné 2 exemples dans le mémoire, parce que ce n'était pas l'objectif, mais il y en a d'autres, mais on en a donné juste 2. Là, je vais rappeler un.
Il concerne une enseignante expulsée d'une réunion du conseil d'administration de son école, simplement pour avoir suggéré qu'un livre de la bibliothèque de l'école qui banalisait la transition de genre n'était peut-être pas approprié à l'âge des élèves. Or, les critiques sont légitimes, ne le relèvent aucunement de l'intimidation et doivent être entendues. Le programme n'est pas parfait, il est important de le faire évoluer, comme le programme éthique et culture religieuse a évolué vers le cours CCQ, Culture et citoyenneté québécoise. Pour ça, il faut préserver un espace de discussion, notamment à travers le conseil d'établissement. Et pour finir, il est également important de préserver le système scolaire de l'influence de groupes communautaires et d'acteurs externes, quelles que soient les motivations de ces groupes. Les enfants ont droit à une éducation de qualité, assurée par des enseignants compétents, bien formés, n'étant guidés par aucune idéologie, qu'elle soit religieuse ou non. Parfait. Je vous remercie, Merci. Madame. Alors, on transfère Madame Girard. La parole est maintenant à vous. On vous écoute. Merci, Nadia, et merci aux membres de la Commission pour cette invitation. J'aimerais d'abord préciser que je partage tout à fait l'analyse et les recommandations que vient d'énoncer Mme Elmabrook. J'ai tenu à présenter un mémoire distinct intitulé « Pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système scolaire québécois à titre personnel, soit à titre de retraité de la Commission canadienne des droits de la personne, puisque l'égalité entre les femmes et les hommes ne fait pas explicitement partie du mandat du Rassemblement pour la laïcité. Mon mémoire compte 9 recommandations, mais pour ne pas trop empiéter sur le temps de parole que le ministre me laisse, je vais me contenter d'en présenter qu'une seule. Et merci au ministre. Il est fort heureux que le projet de loi insiste sur l'égalité entre les femmes et les hommes, une des valeurs phares du Québec, qui se doit d'être promue dans nos écoles pour assurer sa pérennité. Des nuances sont cependant à apporter dans le choix du vocabulaire utilisé dans le projet de loi 94, qui utilise l'expression « identité sexuelle » plutôt que le mot « sexe », soit une caractéristique de la personne formellement reconnue dans la Charte des droits et libertés du Québec, de la personne du Québec. Ainsi, j'aimerais rappeler que c'est sur la base du sexe que le droit à l'égalité des femmes a été reconnu ici et dans le monde. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme le principe de non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent égaux, libres et égaux en dignité et en droit, sans distinction aucune, notamment de sexe. C'est aussi sur la base du sexe que s'appuie la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, soit la CEDEF, adoptée en 1979. La reconnaissance de la réalité binaire du sexe, la définition de ce qu'est une femme et l'affirmation de l'égalité entre les sexes sont nécessaires pour protéger la séparation hommes-femmes dans les vestiaires, les toilettes et dans le sport, soit des mesures essentielles pour assurer la sécurité des femmes et leur pleine participation en société. Cette reconnaissance n'exclut pas pour autant la présence de toilettes et de vestiaires neutres, comme cela se fait actuellement dans les écoles, et merci pour ça au ministre Drainville, pour accommoder notamment les personnes vivant un mal-être avec leur sexe biologique. Mais revenons au projet de loi 94. Celui-ci utilise l'expression « identité sexuelle » plutôt que de nommer le sexe qui est à la base du droit des femmes à l'égalité. L'utilisation de cette expression est problématique, en plus d'être juridiquement questionnable. C'est en effet la discrimination fondée sur le sexe et non l'identité sexuelle qui est interdite dans la Charte québécoise, soit son article 10, afin de garantir à toute personne le droit d'être traitée en pleine égalité et d'exercer ses droits et libertés sans distinction, exclusion ou préférence. Chaque mot ayant son importance légale, il convient de respecter les termes de la Charte, donc devoir inscrire sexe et non identité sexuelle dans les 3 articles du projet de loi 94 qui le mentionnent et dans les notes explicatives. De plus, en amalgamant l'expression « identité sexuelle »
ou de genre, le projet de loi 94 ferme les yeux sur le fait que le sexe et le genre sont deux concepts distincts et reconnus comme tels dans la Charte québécoise, puisque nommés séparément. Précisons que le genre n'a pas d'existence intrinsèque. Il est basé sur un ressenti qui peut évoluer dans le temps. Selon le glossaire développé par le ministère de l'Éducation pour le programme Culture et citoyenneté québécoise, le genre, et je cite, est un processus social et historique de différenciation et de hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Rappelons qu'une hiérarchie est un classement de fonctions selon un rapport de subordination. Il semble ainsi contradictoire d'associer l'égalité entre les femmes et les hommes à l'identité de genre. Il faut, bien sûr, respecter et accueillir les personnes s'exprimant ou s'identifiant à un genre différent de leur sexe, mais il ne faut pas pour autant nier la réalité. Il est biologiquement impossible de changer de sexe. Notre sexe, une caractéristique immuable de la personne, s'inscrit dans chacune de nos cellules. La prise d'hormones ou des interventions chirurgicales sont possibles, mais ne changent en rien notre sexe biologique. En évacuant la réalité biologique du sexe, le projet de loi 94 invisibilise les femmes et participe, ce faisant, à l'effritement des mesures mises en place pour leur sécurité et leur participation en société. Il s'agit, selon moi, sans contredit, d'un impair au projet de loi 94 devant absolument être corrigé si l'on tient à assurer une véritable promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système scolaire québécois. Enfin, mon mémoire recommande que le Comité sur la qualité des services éducatifs qui sera mis sur pied soit tenu d'adopter une approche universaliste dans la mise en œuvre de sa mission pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Il souligne aussi que la liberté de conscience ne protège pas uniquement les convictions religieuses, mais aussi les convictions idéologiques. Et il propose des actions concrètes pour renforcer la laïcité et l'égalité dans le réseau de l'éducation. Merci. Merci beaucoup, Madame Girard, Madame El Mabrouk. Monsieur Dugré, j'ai omis de vous présenter, de souligner votre présence tantôt, alors toutes mes excuses. Alors, on va débuter la période d'échange. Monsieur le ministre vous a pris 7 minutes de son temps pour vous le transférer. Alors, il vous reste 9 minutes 30 secondes, Monsieur le ministre. La parole est à vous. Très bien. Merci beaucoup. Je dirais pour la lutte courageuse que vous menez depuis nombre d'années. J'imagine que vous avez dû recevoir parfois quelques commentaires désobligeants de diverses provenances. Je parle par expérience, j'imagine que vous avez vécu des expériences un petit peu similaires, mais ça ne vous arrête pas et je vous en félicite parce que vous êtes des personnes qui avaient joué un rôle très important ces dernières années dans le cheminement du Québec vers la laïcité. Et donc, vous avez droit à toute notre reconnaissance. Je m'en voudrais de ne pas vous confier que j'ai une petite pensée pour Mme Diane Guilbeault en ce moment, n'est-ce pas? Qu'on a connue et qui était une femme absolument remarquable, qui a, elle aussi, contribué à l'avancement de cette grande cause qui est l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité de nos institutions. Vous parlez... D'abord, je vais commencer par le propos de Mme El Mabrouk. Vous faites référence au fait qu'il n'y a actuellement que les outils développés par le Rassemblement qui sont sur le site École ouverte. Il n'y a que vos instruments, que les instruments que vous avez développés aux fins de promouvoir et d'enseigner la laïcité qui se retrouvent sur le site École ouverte. Si je comprends bien, vous souhaiteriez qu'il y en ait davantage des moyens concrets de promouvoir et d'enseigner la laïcité auprès des élèves. Et si c'est le cas, donnez-moi des exemples de ce qui pourrait être développé à votre avis.
Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup et merci de parler de Diane Guilbeault. C'est très. Je vous en suis reconnaissante parce que moi aussi, elle me manque beaucoup. Oui, en effet, c'est un constat. On constate qu'il y a très peu, qu'il n'y a pas de matériel pédagogique pour expliquer ce qu'est la laïcité. Madame Girard ici a fait le tour de tous les manuels scolaires pour le cours CCQ. Et le contenu en laïcité est très minime. De plus, je dois dire que même si la laïcité fait partie maintenant du cours CCQ, la laïcité voilà, mais il n'est obligatoire qu'en deuxième année du secondaire seulement. Et je dois vous dire que, en tout cas, si on compare la présence, par exemple, de la laïcité avec la présence de l'éducation à la sexualité, je vous dis pas, c'est très, très disproportionné, ou alors même, en tout cas, alors, je me dis qu'il faudrait quand même, vous avez raison de dire que c'est très important comme principe, comme valeur éthique aussi. Enfin, c'est très important pour le vivre ensemble. Et puis, donc, ça prendrait un peu plus que quelques mots dans un manuel de deuxième année secondaire pour en parler. Donc, oui, on constate qu'il y a très peu de moyens mis en place pour expliquer ce que c'est la laïcité, pour avoir des débats même sur la laïcité, mais on en parle très peu. Alors, voilà. Si je peux rajouter, Mme Elmabrook a mentionné que j'ai fait l'analyse de la partie de l'enseignement de la laïcité au secondaire 2 et au secondaire 3. Actuellement, dans les manuels scolaires qui sont approuvés par le ministère, la façon d'enseigner la laïcité est, à mon avis, défaillante, parce qu'on nomme les principes qui ne sont pas ceux qui sont dans la loi, mais on en invente d'autres. Il manque de précision. Plusieurs des manuels ne parlent même pas d'un des principes fondamentaux de la loi sur la laïcité de l'État est l'égalité entre les citoyens et citoyennes, et elle n'est pas mentionnée. Il y a d'autres principes qui y sont, mais qui ne sont pas reflétés. Alors, il y a une bonification à faire. Et dans les manuels scolaires, c'est le début, on comprend, c'est le début qui doit être revu, et par la complémentarité de d'autres matériels pour appuyer cet enseignement de la laïcité. Et je dois dire que dans le programme qui avait été développé par le ministère, c'était bien écrit de faire de la promotion des principes de la laïcité. Mais dans les manuels, on ne parle pas de promotion. On souligne en gros trait que c'est contesté à la Cour, que ça brime des droits, que c'est... Alors, on est loin de la promotion de la laïcité dans certains des manuels qui ont été approuvés par le ministère au niveau de la laïcité. C'est bien noté. Par ailleurs, Madame Elmabrook, vous parlez des risques de censure en lien avec les normes de conduite qui sont destinées aux membres de conseil d'administration des écoles. Bon, vous savez pourquoi on a souhaité introduire ces dispositions, n'est-ce pas? Il y a eu des comportements, je dirais, néfastes de la part de membres de conseil d'administration en lien notamment avec certaines matières comme les sciences et l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle en particulier, il y a eu clairement de l'ingérence, dirions-nous, de certains membres de conseils d'établissement dans les orientations de l'école. Et donc, on a voulu s'assurer que quand tu sièges sur un conseil d'administration, un conseil d'établissement, dis-je, d'une école, tu dois adopter une posture qui doit respecter la nature laïque de l'école. Mais là, vous exprimez des inquiétudes par rapport à la censure. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu là, le risque que vous voyez, vous. Peut-être laisser François? Oui, je peux enchaîner là-dessus. Il va sans dire que pour le Rassemblement pour la laïcité et, j'ose croire, la très vaste majorité de nos citoyens, on ne peut pas accepter l'intimidation, encore moins la violence dans les écoles. Ça, c'est réglé. Ça va, donc évidemment, on salue ça. Mais c'est dans certains discours, certaines pratiques militantes, des fois critiquer une théorie, c'est pour eux attaquer les personnes.
Et là, rapidement, on passe de dire, si on remet en question certains éléments de ce qu'on appelle l'identité de genre, voire la théorie du genre, c'est discuté, on attaque directement, il y a même un discours haineux à l'égard de ces personnes-là, même si on ne veut pas leur enlever des droits. Si on pense à la question des sports féminins, ça pose certaines difficultés. Il faut pouvoir en débattre dans une démocratie. Alors, c'est ce genre d'éléments-là qui font que on peut s'interroger sur ce rapport. Il pourrait y avoir un glissement, et là, ce qui est présenté comme un discours critique est vu comme de l'ordre de l'intimidation, voire de la violence. Et là, on pourrait renvoyer à quelques lettres ouvertes qu'on a pu faire dans les médias, où, de fait, on a interrogé certaines théories ou certains discours, et pour se faire insulter de toutes les façons et dire qu'on tenait des discours haineux à l'égard des personnes. Donc, évidemment, nous sommes des chats échaudés. On voit venir éventuellement les coups, et on voit que s'il y a protestation de la part soit d'élèves ou même de professeurs à l'égard de certains enseignements dans l'éducation à la sexualité, bien, évidemment, toute critique de cela peut être vue comme une forme de fanatisme religieux. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que ça déborde sur le plan idéologique simplement de convictions religieuses et que ça peut venir interférer. Donc, encore une fois, c'est de prévenir le coup, que ne soit pas confondu la critique avec l'intimidation ou la violence, ce qui est souvent ce glissement de sens qui est malheureusement utilisé pour censurer. Et surtout, on l'a vu surtout dans le domaine universitaire, notamment que ce qui s'est passé avec le lieutenant Duval, l'affaire lieutenant Duval à Ottawa, c'est que même dans le monde universitaire, il y a une autocensure. Alors, Yves Gingras et d'autres ont pu travailler sur le dossier pour essayer de donner de meilleures balises pour la liberté académique, mais c'est un peu le pendant ici face à un projet de loi comme celui-ci. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on peut pas éviter de voir qu'on est dans une période de grande censure. Et comme on dit, écoutez, là, vous parlez d'éducation à la sexualité. Personnellement, on n'est pas d'accord avec les raisons, les arguments avancés par les personnes qui veulent pas de ce cours pour des raisons religieuses. Nous, on est pour ce cours-là, n'est-ce pas? Mais on a des critiques, on a des choses à dire. Et puis, dans ce dossier de l'identité de genre, vous savez, vous nous avez fait saluer pour notre courage de parler de laïcité. Pour parler d'identité de genre, ça prend un double courage. Merci beaucoup, Madame Elmabrouk. C'est malheureusement... Désolée, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour cet échange. Donc, je cède maintenant la parole à la porte-parole de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Elmabrouk. Bonjour, Madame Girard et Monsieur Ducré. Je vais y aller avec les recommandations que je vois dans vos mémoires respectifs. En fait, d'abord, donc, Madame Elmabrouk et je pense également, donc, Monsieur Ducré, donc vous me direz si je me suis trompée donc, de porteur de mémoire ici, là, mais bref, au niveau de la deuxième recommandation, au niveau de retirer le mot communautaire dans l'article 1 du projet de loi 94, je pense que c'était vous, Mme Elmabrouk, dans votre exposé, vous en faisiez part. J'avais quelques questions ici, parce que dans le fond, moi, quand je lis donc l'article 1, je vois donc qu'on souhaite donc de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative autour de la réussite de l'élève, lui offrir un environnement donc propice à l'apprentissage et former des citoyens responsables et pleinement engagés dans la vie démocratique, sociale, communautaire, économique et culturelle de l'État québécois. Donc, je lis donc la vie communautaire de l'État québécois. Moi, je l'interprète au sens de nos organismes communautaires, de l'action communautaire autonome, par exemple, donc qui existe partout. Donc, le terme organisme communautaire est parfois défini dans certaines lois, par exemple la L3S, la loi sur la santé et services sociaux, qui définit ce qu'est un organisme communautaire. Et surtout quand on l'adjoint à l'État québécois, je suis un peu dubitative là, du lien que vous pensez qui pourrait être fait par le libellé actuel de la loi. Mm-hmm. Oui, et puis dans la loi sur l'instruction publique, il y a plusieurs fois aussi, c'est pas juste dans cet article-là, qu'on fait référence aux communautaires. Écoutez, ce qu'on constate, c'est que cette référence aux communautaires est souvent mal interprétée. Regardez les dérives qu'on a eues. En tout cas, ça peut donner, bien sûr, je sais, par exemple, les CLSC, c'est aussi connu comme un organisme communautaire, mais enfin, on s'entend sur ce que je dis, ce qu'on dit ici, là, c'est que pour bien marquer un changement d'orientation, c'est certain que là, on parle de laïcité, et donc le modèle de laïcité, eh bien, s'oppose au modèle du multiculturalisme canadien.
On est en train d'ancrer un nouveau modèle de vivre ensemble qui n'est pas basé sur la séparation des groupes identitaires, enfin sur la valorisation de la différence et des communautés différentes. Donc, disons que l'élément essentiel n'est pas la communauté, mais l'individu, le citoyen. Donc, on bascule vers un modèle d'association basé sur la citoyenneté. Et on pense qu'il vaut mieux éviter, pour éviter les malentendus. Alors, on comprend bien ce que vous dites, bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, j'explique que quand on parle, par exemple, d'organismes communautaires, je dis en particulier qu'il ne s'agit pas, on ne parle pas des organismes, par exemple, de santé publique, etc. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour bien marquer un changement d'orientation par rapport au modèle du multiculturalisme canadien en faveur de la laïcité de l'État, il nous semble important d'éviter autant que possible le terme communautaire dans la loi sur l'instruction publique afin de ne pas prêter flanc à une interprétation communautariste et religieuse de ce terme. Voilà. Donc, écoutez, c'est une recommandation de changement de vocabulaire. Et on sait que le vocabulaire est important. OK, d'accord. Je vous entends. C'est certainement pas l'interprétation que j'en faisais ici, surtout que l'article nous parle aussi de l'ensemble de la communauté éducative aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse s'assurer qu'on puisse avoir qu'on puisse former les élèves à ce qu'ils deviennent des citoyens responsables, qu'ils soient impliqués dans leur communauté au sens large, là, donc qu'ils soient impliqués également socialement, donc sur le plan du bénévolat. C'est comme ça que je l'interprète ici, mais j'entends ce que vous nous dites. Ensuite, je ne sais pas, je pense que vous voulez ajouter quelque chose, M. Ducré? Oui. Si on fait un zoom arrière, on voit, par exemple, ce qu'on appelle désormais, c'est consacré la gestion de la diversité ou du pluralisme, notamment en Angleterre. C'est beaucoup par les représentants ou ceux qui veulent bien se présenter comme les représentants ou porte-parole de communautés religieuses que le terme communautarisme peut être utilisé dans l'espace public et certainement dans la logique multiculturaliste canadienne. Donc, cette espèce de c'est une mise en garde, au fond, qu'on fait pour que, justement, le sens de communauté, qui est parfaitement noble en lui-même, n'aille pas vers un sens communautariste. D'autant plus, là, on déborde, mais souvent la notion d'islamophobie, on se ramène à l'étymologie, c'est pas la haine des musulmans, sauf à donner un tout nouveau sens, puis l'étymologie ne veut plus rien dire. Donc, cette façon de masquer la différence entre les convictions religieuses versus un critère ethnique ou de race, il est largement utilisé par des groupes islamistes. Et c'est là que le terme communautariste joue assez fortement. Sans faire d'historique, on ne reviendra pas là-dessus, ce n'est pas le lieu. Mais dans toute l'affaire, par exemple, Salman Rushdie, on voit très bien que le mode de gestion par communauté en Angleterre a donné prise justement à une espèce d'exacerbation de la part de la communauté musulmane pour dire qu'on insulte toute notre communauté parce qu'il y a un roman qui joue avec certains éléments de la tradition, évidemment, musulmane. Je vous entends. J'exprimais tout simplement le fait que dans notre corpus législatif actuel, que ce soit dans la loi sur l'instruction publique ou ailleurs, quand on retrouve le terme communautaire, c'est pas le sens que vous nous amenez aujourd'hui, mais j'entends donc la recommandation que vous souhaitez apporter ici. Madame Girard, maintenant, donc dans votre mémoire, je vous dirais qu'il se retrouve donc certaines recommandations qui semblent un peu sortir du cadre du projet de loi 94. Donc, j'aimerais peut-être que vous m'éclairiez sur votre première recommandation. Donc, vous dites remplacer l'expression, donc identité de genre, identité sexuelle ou de genre, donc par autre chose dans le 4e paragraphe de notre explicative et à certains articles. Et donc, votre liste donc, de 7 minutes, donc vous êtes longuement penché sur cette question-là. Donc, j'essaie donc de trouver comment les propos que vous nous avez avancés, selon vous, sont intimement liés au cadre du projet de loi 94 et ce qui nous amène ici en commission. On le disait, c'est beaucoup le cas Bedford et les rapports d'enquête. Donc, quel est le lien avec ce que vous nous apportez, ce pourquoi nous sommes en commission? Le lien, pour moi, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes qui fait partie intégrante du projet de loi 94.
pour y arriver, il faut, pour moi, c'est super important de respecter les termes, de reprendre les termes qu'on retrouve déjà dans la Charte québécoise des droits de la personne, qui parlent de sexe et d'identité ou d'expression de genre. Inventer un nouveau terme qui est identité sexuelle, qui n'a pas d'assise juridique, ouvre la porte. C'est quoi une identité sexuelle? Est-ce qu'on a une identité sexuelle? Moi, je suis une femme, mais je ne peux pas dire que j'ai une identité sexuelle. Alors, ça l'amène ailleurs. Le droit des femmes à l'égalité, dont il est question dans le projet de loi, est, selon comme j'ai essayé de le démontrer, basé sur le sexe. Or, le sexe disparaît et est remplacé par l'identité sexuelle dans le projet de loi. D'où, pour moi, un glissement potentiel pour défendre le droit des femmes à l'égalité. Pour défendre le droit des femmes à l'égalité, il faut reconnaître le sexe, qui n'empêche pas d'être reconnaître aussi l'identité et l'expression de genre, mais ce sont deux concepts différents. Mais en effaçant le sexe, il y a un potentiel de préjudice pour le droit des femmes à l'égalité, qui est basé sur le sexe. OK. Et là, donc, quel serait votre remplacement dans... C'est-à-dire juste remplacer l'expression identité sexuelle ou de genre par l'expression sexe, virgule, l'identité ou l'expression de genre, virgule. C'est exactement comme ça que c'est écrit dans la Charte. Alors, ça ne change pas. L'objectif, c'est que les mots ont leur importance dans un projet de loi. Alors, j'aimerais ça voir pas juste l'identité sexuelle, mais voir le mot sexe, qui est à la base des droits des femmes à l'égalité. Alors, je me prends juste de reprendre le vocabulaire qui est inscrit dans la Charte. Okay. Et vous dites aussi le terme homophobie contenu dans le paragraphe 4 des notes explicatives, ainsi que dans les articles ci-haut mentionnés, donc 3, 13 et 42 du projet de loi 94, selon vous, est redondant. C'est parce qu'on empêche les intimidations pour des questions d'homophobie et d'orientation sexuelle. Encore là, dans la Charte, on parle d'orientation sexuelle. Alors, s'il y a discrimination face à l'orientation sexuelle, j'ai marqué une note. C'est juste que, pour moi, l'homophobie, c'est la discrimination envers l'orientation sexuelle. Pour moi, c'était redondant de nommer les deux. Parce que, dans le fond, la Charte empêche l'intimidation ou la discrimination face à l'orientation sexuelle. Alors, pourquoi respécifier l'homophobie si l'orientation sexuelle si l'homophobie est déjà comprise dans l'expression identité sexuelle de la Charte? Dans l'expression orientation sexuelle. L'orientation sexuelle de la Charte. Okay. Donc, ce que j'essayais d'éviter, c'est de recréer d'autres termes et de se coller aux termes de la Charte, qui, elle, est la garante des droits des femmes à l'égalité. Le droit des femmes à l'égalité est protégé à l'article 50.1 de la Charte. Alors, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les deux, ce que je recommande, c'est d'utiliser le vocabulaire de la Charte quand on parle d'éviter des intimidations ou de... Et donc, pour vous, ce serait lequel, donc, des deux vocabulaires qui aurait préséance? De parler de sexe et identité ou l'expression de genre. Ça fait partie de la Charte. Oui. Et puis, au lieu de parler d'homophobie et d'orientation sexuelle, de juste marquer orientation sexuelle. Remarquez ici, je n'ai pas fait une grande allée, j'ai marqué nota. Oui. Parce que pour moi, c'est redondant. Bon, mais si vous considérez qu'il faut le répéter, je veux bien, j'ai rien contre, mais pour moi, si on empêche la discrimination face à l'orientation sexuelle, on empêche l'intimidation contre l'homophobie. Okay. Mais ça, je l'ai marqué nota. Merci. Alors, je gardais le vocabulaire qui est inscrit dans la Charte comme argumentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et dans le même esprit, donc, seriez-vous en faveur, est-ce que le libellé de l'article 3, paragraphe 2, donc, inclut, donc, l'environnement doivent être exempts de toute forme d'intimidation ou de violence motivée notamment par la transphobie? Il faudrait définir transphobie, hein? C'est quoi la transphobie? Si je dis qu'une femme existe selon le sexe détermine, le sexe de la personne, une femme, c'est la femelle de l'espèce humaine, est-ce que je vais être accusée de transphobie? Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait définir, c'est une réalité biologique. Si j'affirme la réalité biologique, puis je reconnais le droit des personnes trans de s'exprimer et d'affirmer leur identité, mais est-ce que je vais être accusée de transphobie? Parce que j'affirme, comme c'est arrivé avec Mme Rowling, par exemple, où il y a une infirmière qui vient de perdre, en Colombie-Britannique qui vient de perdre son poste parce qu'elle a dit que le sexe existait
qui est accusé de transphobie. Alors, pour moi, il manque une définition du mot transphobie. Beaucoup, c'est tout le temps que nous avons. Je cède maintenant la parole au deuxième groupe de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup d'être avec nous. L'interdiction du voile pour une femme, c'est une forme de limitation d'une liberté. En même temps, je vous entends bien affirmer que vous défendez la liberté des femmes, la plus grande liberté possible. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction? Oui, on ne voit pas de contradiction. C'est parce que c'est comme pour limiter, on limite la liberté politique des femmes et des hommes, par exemple, dans les écoles. On leur dit de ne pas porter de macarons politiques. Pourtant, on n'a rien contre les hommes non plus, mais on limite la liberté des femmes et des hommes à ne pas porter de macarons politiques quand ils enseignent. Alors, on limite la liberté d'expression, en effet, des enseignants, de ne pas manifester, de ne pas montrer un favoritisme pour une religion, parce que l'école laïque ne doit pas mettre de pression, ne doit pas montrer un favoritisme pour une religion ou une autre, que l'État doit être séparé, enfin on doit séparer de la religion. Ça fait partie du devoir de réserve de l'enseignant de ne pas montrer ses croyances religieuses qui n'ont rien à voir avec son enseignement. Ça ne fait pas partie de ce qu'elle a à faire, parce que vous me parlez du voile, donc on parle des femmes, enfin on pourrait parler de la kippa ou du turban des hommes. Peut-être ajouter très rapidement, il n'y a aucun droit qui est absolu. On doit gérer des conflits entre les différents droits. Et dans le discours qui dit on enlève une liberté à une femme ou quiconque qui devrait porter un signe religieux dans le cadre de l'enseignement, bien, il serait bien qu'on parle des droits des étudiants, justement, un enseignement laïque, exempt de toute forme d'oppression. Et par ailleurs, ces femmes-là peuvent porter le voile dans l'espace public, dans les parcs, en allant au théâtre, au cinéma. Donc, on ne peut pas dire, ça y est, leur croyance religieuse est brimée. C'est l'expression d'une pratique en portant un voile qui est en jeu ici, pas la liberté de religion comme telle, qui est parfaitement maintenue. Alors, ça dépend de l'ordre de discours dans lequel on s'insère, tout simplement. Et pourquoi dites-vous que les enfants ou les élèves qui voient une personne, une femme avec un voile, ils subissent une oppression? Oui. C'est-à-dire que avoir un endroit, une école avec une saturation de signes religieux, parce que certains disent que c'est le cas. Quand on dit qu'on ne peut pas interdire le voile dans les services de garde parce qu'il y en a beaucoup, donc on vit une saturation de signes religieux, eh bien ça instaure un climat religieux. Et c'est certain que les enfants sont, évidemment, ils sont là-dedans, ils prennent le message que ça leur transmet, c'est certain. Et donc ça fait qu'on a une école avec un climat religieux qui s'installe, alors que l'école ne devrait pas, enfin l'école laïque, c'est ça, c'est mettre la religion en dehors de l'espace, parce que l'enfant, en fait, c'est ça, l'école, c'est là où l'enfant apprend à être libre, apprend à réfléchir par lui-même, il apprend à être autonome, et donc on a besoin de lui laisser l'espace qu'il faut. Peut-être qu'il vit une pression chez lui, mais justement l'école, ça devrait être un sanctuaire où il peut se permettre de se développer sans avoir la barrière communautaire, religieuse qui lui est imposée. Et c'est certain que... Madame, merci. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ces échanges. Donc, Madame Girard, Madame Elmabrouk et Monsieur Dugré, merci beaucoup pour vos interventions. Pour ma part, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir nos prochains invités. Merci.